Bonjour à tous, c'est Thibaut et vous écoutez le Jour Pop Off, le format sans filet et sans filtre du Jour Pop. Et aujourd'hui, on va parler de Mylène Farmer. Je vous explique tout après le jingle. Déjà, deux choses avant de commencer, deux remerciements. Le premier, c'est concernant l'épisode off que j'ai fait sur l'album de Beyoncé. Vous avez été super nombreux à l'écouter, vous m'avez fait des super retours, me disant que vous aimiez beaucoup ce format, un peu débrief à chaud de sortie d'albums, de nouveaux albums. Et du coup, là, ce vendredi 19 avril, il y a eu quand même deux grosses sorties pop, deux sorties très intéressantes, l'album de Taylor Swift et ce remix XL de Mylène Farmer. J'avais envie de parler des deux et je me suis dit que Taylor Swift méritait plus d'approfondissement que le faire à chaud parce que c'est beaucoup plus vaste, on va dire, comme sujet Taylor Swift que la compile de Mylène Farmer, mais j'ai quand même beaucoup de choses à dire sur la compile de Mylène Farmer. Donc il y aura un jour pop sur Taylor Swift, je pense d'ici ses concerts. Et voici donc le débrief de Remix XL. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'était vous remercier pour les super retours et les très nombreuses écoutes que vous avez consacrées à l'épisode d'Histoire 2, le Mylène Farmer, le podcast, sur les 40 ans de carrière qu'on a fait avec mes camarades Sylvain, Clément, Bastien et Ludovic, pour les nommer. Ça faisait combien ? 3 ans et demi qu'on n'avait pas fait d'épisode ensemble. Donc c'était un peu un épisode spécial retrouvailles, c'était super chouette à faire. C'était pour célébrer du coup les 40 ans de carrière de Mylène Farmer qui ont lieu là au printemps parce que c'est l'anniversaire de la sortie de son premier 45 tours Maman a tort. Et donc Mylène Farmer a décidé aussi à sa façon de célébrer ses 40 ans de carrière. C'est pas quelque chose qu'elle fait souvent, célébrer des anniversaires. Si je vous dis ça à chaud comme ça de mémoire, je crois que le seul exemple que j'ai, c'est le coffret Avant que l'ombre qu'elle a sorti en 2021 pour les 15 ans de l'album et du spectacle. Mais je crois que c'est le seul anniversaire qu'elle a à ce jour fêté. Et donc là, il y a ce remix XL. Alors c'est un jeu de mots. J'ai le CD entre mes mains parce qu'il y a la chanson XXL de Mylène Farmer évidemment, mais parce que le XL en chiffres romains, ça veut dire 40. Alors je trouve ça très malin, personnellement. Donc on va l'appeler Remix 40, si vous voulez. Personne ne l'appelle comme ça, mais moi je vais l'appeler comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que ce remix XL ? C'est, j'allais dire une compile, mais c'est pas du tout une compile en fait, parce qu'il y a quasiment que de l'inédit. Je crois qu'il n'y a que 2 remixes qui étaient déjà connus, 2 ou 3. Tout le reste, c'est de l'inédit, des remixes inédits et des prises de voix inédites. Ça, c'est le gros sujet, le gros attrait en tout cas de cet album. J'en parlerai plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur pourquoi, en tout cas, elle a décidé de refaire ses voix. C'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cet épisode. Mylène Farmer et les remixes, quand même une grande histoire, parce que je pense que dans la variété française, je pense qu'il n'y a que Mylène Farmer et Indochine qui ont apporté autant de soins à faire des remixes tout au long de leur carrière. Voilà, c'est-à-dire quasiment dans les années 80, c'était des versions longues, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à son dernier album. Je crois que quasiment, sauf peut-être les ballades et quelques rares exceptions, tous les singles de Mylène Farmer ont eu le droit à des remixes. Évidemment, dans les années 80, c'était des remixes, des versions longues faites par Laurent Boutonnat et Thierry Rogène qui était ingénieur du son et réalisateur des albums de Mylène Farmer. Donc des 2 gros albums des années 80-90 que sont Ainsi soit joué l'autre, qui avait donné lieu en 1992 à un best-of de remix qui s'appelle Dance Remixes, qui est excellent. Vraiment, si vous ne connaissez absolument rien de Mylène Farmer, commencez peut-être par ce disque, parce que vraiment il y a toute la richesse, la créativité de Laurent Boutonnat et Thierry Rogène dans ce qu'était leur production de cette époque-là. Et en plus c'est tous les tubes, c'est Sans contrefaçon, Désenchanté, Libertine, Tristana, Sans logique, enfin bon,
pourvu qu'elle soit douce, c'est indispensable quand on découvre en tout cas la carrière de Mylène Farmer d'écouter cet album Dance Remixes. Moi je dis Dance Remix, mais bon, bref. On était en 92 et flash forward, 11 ans plus tard, nous sommes en 2003 et Mylène Farmer sort une nouvelle compilation de remix, sobrement intitulée Remix. Alors là, du coup, pour recontextualiser, Mylène Farmer était quand même absente depuis quelques années. Le Best of Lemo avait 2 ans. Elle se consacrait à la production d'Alizé, en particulier son deuxième album et sa tournée. Et le nouvel album, le 6e album, n'arrivait pas, qui sera Avant que l'ombre. Donc, il y a cette compile qui sort de remix totalement inédits. C'est un disque qui est assez intéressant dans l'époque. C'est que des versions club, donc avec beaucoup de DJ assez pointus de l'époque, qui est très bien dans son époque. Voilà, moi j'en garde un souvenir assez sympathique. Il y avait un remix de Paul Oakenfold sur Pourvu qu'elle soit douce que je trouve vraiment très bon. Il y avait un remix d'XXL de Junkie XL. Dans l'époque, il y avait aussi un remix de Wanty. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui eux avaient remixé l'Instant X. Voilà pour cette deuxième compilation de remix qui arrive à un moment assez intéressant de la carrière de Mylène Farmer. C'était d'ailleurs le fil rouge, enfin la carte blanche que j'avais pour l'épisode dans le podcast Histoire 2 qui était consacré à Mylène Farmer et Internet. Et à cette époque-là, même un peu avant, hein, dès la fin des années 90, le début des années 2000, les fans de Mylène Farmer se réunissent sur Internet, ils se retrouvent, ils se rencontrent et ils créent aussi autour de Mylène Farmer. Et je pense que c'est probablement une des communautés de fans les plus créatives à laquelle j'ai été confronté depuis mes errances sur les internets depuis plus de 20 ans. Il y a une richesse créative incroyable dans chez les fans de Mylène Farmer, aussi bien visuelle que sonore, parce que du coup, il y a toute une communauté de remixeurs amateurs de Mylène Farmer. Il y en a peut-être certains qui m'écoutent aujourd'hui, donc je les salue, parce que vraiment, il y a un travail incroyable qui a été fait depuis plus de 20 ans. Il y a eu beaucoup de compilations amateurs qui ont vu le jour. Généralement, peut-être après chaque album, presque, il y a une compilation de remix qui sort et qui sont vraiment de très bonne facture, sachant que ces remixeurs n'ont aucun master, aucun acapella, aucun instrument, enfin les instrumentaux qui existent. C'est-à-dire qu'ils bidouillent avec ce qu'ils trouvent, ce qui est généralement la version album, quoi. Et donc c'est assez incroyable ce qui en ressort. Donc Mylène Farmer et remix, c'est, j'allais dire une évidence, en tout cas c'est une partie très importante, très intéressante de sa carrière. Et donc le fait qu'elle sorte un nouvel album de remix, finalement c'est pas surprenant du tout. Voilà, c'est totalement dans son ADN et ce depuis ses débuts. Donc cet album Remix XL, alors là je l'ai en main. Donc évidemment la première chose qui saute c'est le visuel. Alors quand on a découvert le visuel au moment de l'annonce du disque, je pense qu'il y a un mois et demi. Bon évidemment cette aquarelle, beaucoup de gens ont bugué dessus parce qu'elle est très chargée, on va dire. Elle a son style et en fait tout le monde pensait que c'était une aquarelle de Mylène Farmer, puisqu'elle a déjà illustré certains de ses disques, notamment sa compilation en 2011 d'une de ses aquarelles, un autoportrait. Et non, c'est pas du tout elle en fait, c'est une réalisation du couturier. Alors, je suis désolé, je reprends le livret parce que je suis incapable de prononcer son nom correctement. Je vous ai dit, c'est un épisode sans filet. Olivier Thijskens. Bon bref, celui qui a réalisé notamment tous les costumes que je trouvais excellents de la tournée Nevermore, grand admirateur de Mylène Farmer depuis des années. Elle avait collaboré déjà avec lui sur le clip Je te rends ton amour, puisqu'elle lui avait, enfin c'était une de ses robes qu'elle portait dans le clip. Et donc voilà, il a fait des illustrations, dont cet autoportrait, alors qui est, on ne peut pas faire plus farmerien, hein. C'est-à-dire qu'il y a le rimel qui coule, il y a la crinière rousse, il y a une énorme plume probablement de corbeau au milieu, donc, et des squelettes à l'intérieur, des fesses, des seins sur les sous-pochettes, enfin, on est en terrain connu, hein, clairement. Et donc, passé le visuel, alors déjà, hop, quand on retourne le disque, il y a une astérisque sur les 7 premiers titres, en précisant qu'il s'agit de nouvelles voix. Alors, très étonnant de préciser ça, mais ça a vraiment son intérêt et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que c'est quelque chose de
finalement très intéressant dans ce qu'est aujourd'hui la carrière de Mylène Farmer et comment en fait son catalogue est exploité. Et j'avais vraiment envie de prendre l'espace qui m'est accordé, que je m'accorde avec ce podcast, pour revenir sur vraiment ce qu'est aujourd'hui et comment est géré le catalogue de Mylène Farmer aujourd'hui, parce que c'est assez intéressant en fait, et surtout que ça remonte la genèse de la façon dont, pourquoi il y a eu des nouvelles voix qui ont été enregistrées sur cet album, ça remonte à il y a 30 ans. Il y a 30 ans, même un peu plus de 30 ans, nous sommes au début des années 90, et à ce moment-là, Laurent Boutonnat, collaborateur historique des débuts de Mylène Farmer, j'allais dire des débuts des 25 premières années de Mylène Farmer, a un rêve, a une envie, c'est de réaliser un film qui s'appellera Giorgino. Le souci, c'est que Laurent Boutonnat est très ambitieux et peine à trouver des financements pour ce projet qui coûte extrêmement cher. On est sur 80 millions de francs, ce qui correspond aujourd'hui à environ 20 millions d'euros. Donc c'est une sacrée somme, un sacré investissement. Et Laurent Boutonnat demande à sa maison de disques, qui était l'ancêtre d'Universal, qui s'appelait alors Polygram, de l'aider au financement du film. Et Polygram finance 60% du film. En contrepartie, c'est un peu une partie de poker, si je puis dire. Laurent Boutonnat place sa société de production qui est Toutankhamon. Donc, c'est-à-dire que si Polygram n'a pas son retour sur investissement, il récupère la société de Laurent Boutonnat, grosso modo. Laurent Boutonnat est le producteur des disques de Mylène Farmer. C'est-à-dire qu'il paye les studios, il paye les clips aussi, il paye tout ce qui concerne en tout cas la production financière d'un album de Mylène Farmer. Et donc il est propriétaire des masters, les fameux masters qui sont la propriété physique des chansons de Mylène Farmer. Donc Laurent Boutonnat était le propriétaire de l'œuvre de Mylène Farmer, juste avec cette société Toutankhamon, donc sur les 4 premiers albums de sa carrière et les 2 lives. Donc on est jusqu'en 1996. Le film a été un énorme flop, donc vous vous doutez bien que Laurent Boutonnat n'a pas pu rembourser sa mise, et donc du coup, il a dû céder sa société à Polygram, qui deviendra, je crois, 1 ou 2 ans plus tard, en 1998 ou 19, Universal Music. Donc, nous sommes en 1997, Mylène Farmer sort le Live à Bercy, qui sera la dernière production de Laurent Boutonnat. Laurent Boutonnat avait un contrat avec Mylène Farmer, c'est-à-dire que, en gros, là on est vraiment dans le music business, hein. C'est vraiment des contrats, etc. Laurent Boutonnat est un producteur de musique et il a un contrat avec une interprète, qui est Mylène Farmer, qui se trouve être aussi autrice et avec d'autres contrats sur les droits d'édition des chansons, etc. Mais quand Laurent Boutonnat vend sa société, il vend aussi le contrat de Mylène Farmer. Mylène Farmer, elle ne renouvelle pas un contrat avec Universal en tant que producteur, elle devient à ce moment-là sa propre productrice. Elle crée sa propre société qui s'appelle Stuffed Monkey. Et à partir de l'album Innamoramento, donc en 1999, les rôles s'inversent. Mylène Farmer devient la productrice de ses albums, c'est-à-dire que c'est elle qui paye tout. Donc il paye les studios, les séances photos, les clips, les musiciens, tout ça. Et elle paye aussi évidemment Laurent Boutonnat. Donc maintenant c'est Laurent Boutonnat qui a un contrat avec Mylène Farmer pour que en fait il réalise les albums. Donc c'est ce qu'on dit quand on dit que c'est un producteur, en fait il réalise en fait les chansons. Donc Mylène Farmer paye Laurent Boutonnat pour réaliser l'album Innamoramento, réaliser l'album Avant que l'ombre, etc. Voilà, ça fonctionne comme ça. Comme aujourd'hui, elle paye Feder, elle paye Woodkid, elle paye Yvan Cassar, c'est Mylène Farmer. Et donc depuis l'album Innamoramento, propriétaire de tout ce qu'elle réalise. Mais à l'époque, tout ça, c'est vraiment totalement transparent vis-à-vis du grand public, parce que ça se résume juste à finalement un logo au verso d'un CD. C'est que des histoires de société, de contrats, et ça n'entache en rien finalement l'exploitation même de la carrière de Mylène Farmer, puisque Toutankhamon et puis Stuffed Monkey avaient ce qu'on appelle un contrat de licence avec Universal Music. C'est-à-dire que le contrat de licence, c'est que le producteur, donc Laurent Boutonnat puis Mylène Farmer, permet à une maison de disques, en l'occurrence Universal Music, de pouvoir exploiter avec une durée limitée, des droits, etc., la musique, l'œuvre d'un artiste.
Je vous le fais très rapidement, très synthétiquement. Tout ça, ça se passe très bien. Ça se passe très bien jusqu'en 2015. Donc là, on est à l'album Interstellar. Mylène Farmer, son album Interstellar, tout va bien. Et c'est là qu'arrive quelqu'un de totalement improbable, mais qui va finalement changer le cours aussi de la carrière de Mylène Farmer d'une façon ou d'une autre. Vincent Bolloré. Oui, vous allez me dire, mais que fait Vincent Bolloré dans cette histoire ? Vincent Bolloré, donc industriel richissime français, est propriétaire de Vivendi, qui est actionnaire majoritaire de Vivendi, puis d'Universal Music. Et au début de l'année 2016, il décide de licencier le patron historique d'Universal Music, Pascal Nègre. Pascal Nègre, c'est un homme très influent, non, c'est peut-être l'homme le plus influent à cette époque-là dans l'industrie du disque, patron d'Universal depuis une vingtaine d'années, enfin vraiment c'est lui qui a fait et défait des carrières, clairement, il est un homme médiatique aussi, hein, on l'a connu, je crois que médiatiquement il s'est fait pas mal connaître, notamment avec la Star Academy, il a été juré, c'était lui qui venait remettre le prix, que ce soit de Jennifer à Magali Valle, donc c'est un homme très bien identifié et très aussi influent dans le métier. Pascal Nègre, du coup, rebondit assez rapidement en créant sa structure. Pascal Nègre est un homme, je le redis une fois, très influent et il décide de débaucher des artistes d'Universal Music, dont notamment Zazie et Mylène Farmer, qui sont deux grosses vedettes de la variété, et qui du coup passent indépendantes. Alors je suis moins calé sur tout ce qui est les contrats de Zazie, je crois qu'elle est quand même toujours dans un label, mais Mylène Farmer, à partir de ce moment-là, à partir de 2017 en tout cas, devient totalement indépendante. Elle n'a plus de maison de disques. Voilà. Elle n'a plus de contrat de licence, etc. Elle a juste ce qu'on appelle un contrat de distribution avec, du coup, le concurrent direct d'Universal, Sony Music. Et Sony, finalement, n'est pas vraiment la maison de disques de Mylène Farmer. Ils ne font que la logistique, en fait. Ils ne font que, je vais vous dire grosso modo, mettre les disques à la Fnac. Grosso modo, c'est ça. Mylène Farmer coupe les ponts avec Universal Music. Et donc, c'est là que rentre en compte cette histoire de catalogue de Toutankhamon de Laurent Boutonnat, des 4 premiers albums. Parce que Mylène Farmer n'en a pas la possession. Elle ne peut pas exploiter ces 4 premiers albums et ces 2 premiers lives que sont En concert et Live à Bercy, qui restent la propriété d'Universal Music. Et là, je vais faire un parallèle qui, je pense aussi, a pas mal influencé Mylène Farmer dans ce qu'elle a fait avec ce remix XL, c'est le cas Taylor Swift. Vous n'êtes pas sans savoir, vous grands amateurs de pop que vous êtes, que Taylor Swift, depuis 4-5 ans, réenregistre ses premiers albums. C'est grosso modo le même cas de figure, parce que le catalogue que Taylor Swift avait chez un label qui s'appelle Big Machine Records, a été vendu à quelqu'un qui est son ennemi. Enfin, Taylor Swift a beaucoup d'ennemis, enfin, c'est tout un autre sujet, et qu'elle n'a pas pu acquérir elle. Et donc, elle a décidé de dire, si je ne peux pas être moi-même propriétaire de mon œuvre, je vais la recréer. Voilà, donc elle se lance dans le réenregistrement de ses albums, de ses 5 ou 6 premiers albums, avec ce qui est devenu du coup les Taylor's Version. C'est quelque chose qui a pas mal fait parler, en tout cas dans l'industrie du disque, parce que qu'une artiste de cette envergure se lance dans un projet aussi de cette envergure, c'est pas la première à le faire. Voilà, je pense que j'en avais déjà parlé dans l'épisode que j'ai consacré à Taylor Swift. Il y avait une artiste qui s'appelle Jojo qui l'avait fait notamment. Bon, je vous en dis pas plus, j'étayerai ça dans l'épisode sur Taylor Swift. Mais je vous invite aussi à écouter l'interview que j'ai fait d'Emma Domas il y a un gros mois de cela, parce qu'Emma Domas, pareil, elle a voulu se réapproprier son tube Tu seras, et donc elle l'a réenregistré. Voilà. C'est quelque chose, en fait, finalement, qui est dans l'époque. Alors, Taylor Swift, je ne dis pas qu'elle a initié la chose, mais elle a rendu, disons qu'elle a dit que c'était possible de le faire. Et Mylène Farmer, c'est ce qu'elle a fait. Voilà, c'est ce qu'elle a fait avec cette compilation de remix. Et je dis que Taylor Swift a eu un impact parce que il y a 4 ans de cela, 3 ans de cela, fin 2020, elle a sorti un best-of qui s'appelle Histoire 2. Très bon titre, si vous me demandez mon avis. Et tous les titres dont elle n'avait pas la possession, elle a décidé de faire un espèce de semi-best-of live. Donc tous les titres
de ses premières années, elle les a mises en version live. Les lives dont elle a la possession, si vous le suivez bien, c'est-à-dire tous ceux à partir du Millennium Tour, donc sans compter en concert et live à Bercy. On a un best-of avec, il y a Libertine, il y a Sans Contrefaçon, il y a Désenchanté, mais en version live. Et après, tous les titres dont elle a la possession, on a les versions studio. Voilà, je trouve que ce best-of, c'est l'illustration du micmac de cette situation de deux catalogues qui coexistent chacun de leur côté. Parce que Mylène Farmer, elle pourrait très bien demander à Universal, je pense pas qu'Universal s'opposerait à exploiter d'une quelconque façon le catalogue de Mylène Farmer. Elle pourrait très bien demander à Universal d'utiliser la version originale de Sans Contrefaçon, de Désenchanté, de Libertine. Sauf que Mylène Farmer ne semble pas vouloir faire ça, et je pense, et là c'est vraiment totalement un avis de ma part, je n'en sais strictement rien, elle veut toucher le maximum d'argent sur les sorties et laisser le minimum à Universal. Quand je dis laisser le minimum à Universal, quand Universal Music réédite les albums de Mylène Farmer, ça reste Mylène Farmer qui touche le plus. Parce que Mylène Farmer, elle est autrice, parce que Mylène Farmer, elle est interprète, donc elle a ses deux droits, et elle est surtout éditrice. Et les droits d'édition, ça rapporte énormément. Donc, mais quand Universal réédite les 45 tours ou les albums de Mylène Farmer touche quand même de l'argent dessus. Là, cet épisode est très musique business, mais je trouve aussi intéressant d'en parler parce que finalement, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. En tout cas, je vois peu de contenu sur ce sujet-là, en particulier concernant Mylène Farmer. Donc, avec ce best-of Histoire 2, Mylène Farmer, on a fait le choix de ne pas réenregistrer ses premières chansons. Puis elle avait le temps, on était en plein confinement, donc elle aurait pu le faire. Mais non, elle a pas fait, elle a préféré réutiliser des versions live. Bon, ce best-of est finalement d'un intérêt très limité. Personnellement, j'aurais trouvé beaucoup plus intéressant d'avoir un vrai best-of live, et en particulier en demandant aussi à Universal les droits sur quand même l'album Live à Bercy, qui est quand même incroyable, avec pour moi certains des meilleurs arrangements scéniques de sa carrière. Mais bon, elle a fait ce choix-là, ça lui appartient. Et nous voilà donc en 2023, on va dire qu'on se trouve en 2023. Mylène Farmer, finalement tout était tracé, hein. C'est-à-dire qu'elle a sorti son album L'Emprise en 2022, elle avait sa tournée Nevermore prévue en 2023, le live allait possiblement sortir à Noël, tout était tracé. Et non, tout s'est pas passé comme prévu. Le Stade de France a été annulé à cause des émeutes, reporté à cause des JO un an après, donc en septembre et octobre prochain. Et donc du coup, elle a décidé de ne pas sortir le live qui avait pourtant été enregistré au Groupama Stadium à Lyon. Je pense que le live sortira à Noël 2024, après les Stades de France. Mais Mylène Farmer n'a pas chômé pour autant, puisqu'elle sort cet album, elle a préparé cet album Remix XL à l'occasion de ses 40 ans de carrière. Et donc, elle a réenregistré les 7 premiers titres de l'album, qui sont Libertine, Sans Contrefaçon, Pourvu qu'elle soit douce, Désenchantée, Je t'aime Mélancolie, California et XXL, pour les raisons que j'ai citées depuis les 20 dernières minutes. Mais je trouvais ça intéressant quand même de recontextualiser de pourquoi en fait finalement il y a des nouvelles voix uniquement sur ces titres-là. Et je fais juste une toute petite parenthèse. Quand on regarde le livret de cet album, il y a juste des remerciements à la fin, toute dernière ligne, tout en bas, pour Marina Girard. En 3 clics comme ça, je dis mais qui est Marina Girard ? Heureusement, il n'y a pas beaucoup d'homonymes. Et en fait, Marina Girard est une personne, je vais dire, spécialisée dans, tenez-vous bien, le droit d'auteur. Voilà. C'est une collaboratrice très proche aussi de David Lynch, ça je vais y revenir parce il apparaît aussi dans cette compilation. Voilà, je suppose, enfin c'est vraiment des suppositions, mais que cette Marina Girard a aussi conseillé Mylène Farmer dans la gestion de ses droits d'auteur et de pouvoir aussi réinterpréter ses premières chansons et créer finalement de nouveaux masters. Alors là j'étais vraiment musique business, purement administratif, etc. Parlons d'artistique maintenant. Déjà, ces réinterprétations, même si elles ont été motivées par
un besoin pécunier, hein, on va pas se mentir. Je trouve que c'est vraiment une démarche hyper intéressante parce que ça crée une très belle homogénéité vocale à l'écoute. Alors évidemment, c'est que Mylène Farmer qui chante dans ce disque, mais disons que on a des interprétations qui sont globalement de la même époque, si je puis dire, parce que c'est vrai que Mylène Farmer, quand elle chantait dans les années 80, c'est pas la même chose que quand elle chantait à partir d'Inamoramento. C'est vrai que voilà, les titres que sont Je te rends ton amour, Optimistique moi ou C'est une belle journée, qui sont vraiment des débuts des années 2000, sont pas si éloignés que ça de Rallumer les étoiles, Rayon vert, etc. Donc je trouve que c'est finalement un mal pour un bien, si je puis dire. Mon seul petit reproche vraiment à cet album, je vais vous dire déjà que j'ai beaucoup aimé cet album, hein, c'est le choix finalement des chansons anciennes. Quand je dis anciennes, du coup, c'est du catalogue Universal. C'est que les tubes. C'est-à-dire que dans les chansons plus récentes, il y a des choix assez surprenants de mettre en avant un titre comme N'aie plus d'amertume de Bleu Noir, Do You Know Who I Am de l'album L'Emprise, Des larmes aussi, qui était le dernier single de l'album Désobéissance. Elle n'a pas été chercher les singles évidents des derniers albums, par contre les premiers, c'est exactement ceux qu'il y avait dans l'album Remix 2003. Voilà, c'est-à-dire que à l'exception de l'Instant X et l'Amstramgram, on a les mêmes titres que dans l'album Remix 2003. Ça aurait été intéressant, je trouve, d'aller chercher des titres que sont... elle a été chercher Tristana pour Nevermore, d'aller chercher un titre comme Que mon cœur lâche, Sans logique, ou même un peu plus obscur, ça peut être Au bout de la nuit, Will Never Die, enfin voilà. Bon, je regrette quelque part un peu le manque d'ambition sur ces vieux titres, parce que ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau. Mais vraiment, je boude pas mon plaisir sur il y a combien 21 titres qui composent cet album. Je crois qu'il y a que 2 ou 3 titres qui étaient déjà connus, le remix de Sextonic, le remix de L'âme dans l'eau, et le remix de N'aie plus d'amertume, alors qui était pas un remix qui était sorti officiellement à l'époque, mais qui avait un peu buzzé, je crois, auprès des fans. Moi, j'étais passé à côté, je vous avoue, mais qui était sorti il y a une dizaine d'années par un groupe grec qui s'appelle Marcho, et du coup, qui fait son apparition dans cet album. Alors, je vais commencer évidemment par celle que j'ai pas aimé. Alors, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que y a les deux noms les plus hype de cet album-là sont vraiment les deux remixes les plus décevants. Clairement, donc c'est David Lynch et Arnaud Rebottini. Alors Rebottini, je vais commencer par lui, c'est hyper hype de l'avoir sur son album, ça claque bien, il a eu un César pour avoir fait la musique du film 120 battements par minute, oui il y en a que 120, et donc lui il a la charge de remixer Désenchanté, évidemment. Désenchanté, c'est le tube culte, quoi. On peut pas se louper. Il s'est bien loupé. C'était bien loupé. Parce que vraiment, je trouve que l'instrumental, en tout cas, qu'il a construit, colle pas du tout avec la piste vocale de Mylène Farmer. Et je crois que le pire, c'est le pont. Avec les KO qui sont hyper mal synchro. Enfin, je suis pas musicien, donc je vais pas vous dire que les tonalités, tout ça, c'est bien ou pas. Je vous avoue que j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas du tout agréable à écouter. Donc vraiment, ça dure sur la piste, sur le CD, en tout cas, ça dure 7 minutes 48. Au bout de 3 minutes, j'étais déjà là en mode, je me fais déjà chier depuis 2 minutes, quoi. Donc c'est pas du tout, pour moi, c'est vraiment le gros ratage, en tout cas, des 21 titres. Donc un ratage sur 21, c'est quand même tout à fait honorable. Et alors David Lynch, évidemment, donc David Lynch, grand réalisateur qui a fait le film Dune dans les années 80, qui connaît une grande résurgence avec la version de Denis Villeneuve ces derniers mois. Mylène Farmer l'aime beaucoup, elle l'a souvent cité, elle a été à l'Élysée d'ailleurs lorsqu'il a reçu la Légion d'honneur, donc je crois qu'ils sont assez amis. Et lui a remixé Je te rends ton amour. Alors c'est vrai que quand on a vu David Lynch remix Je te rends ton amour, waouh, c'est très intriguant. Et ben alors là, vraiment, écoutez, c'est du foutage de gueule. Clairement.
c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que c'est vraiment la chanson sans la rythmique, en gros. C'est-à-dire que c'est vraiment que les nappes de synthé et l'espèce de riff de guitare symptomatique de l'introduction du titre. C'est vraiment la chanson comme elle est. Vraiment, il a été sur GarageBand, il a muté une des multitracks et il a sorti le truc. C'est pas désagréable, enfin, quand on aime la chanson, je pense qu'on aime beaucoup cette version, mais en fait, faut arrêter. Hein. Enfin, vraiment, c'était une version orchestrale qui aurait pu sortir à l'époque, quoi. Enfin, vraiment foutage de gueule. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment les 2 points un peu négatifs de cette. Je sais pas jamais si je dis compile ou album, en tout cas, voilà. Les 2 points un peu négatifs. Et je rajouterais quand même, pourvu qu'elle soit douce, parce que je n'aime pas du tout l'interprétation que Mylène Farmer a refaite de cette chanson. On dirait qu'elle chante comme Dorothée. Enfin, vraiment, c'est pas du tout intéressant. Et Cut Killer, alors ouais, Cut Killer qui remix Mylène Farmer, bon, ça me fait rire. Il a fait une espèce de pastiche de The Weeknd. Bon, c'est pas la grande réussite du disque. Les grandes réussites du disque, venons-y. Directement, sans hésiter, XXL. Alors XXL par Blue Stally. Oui, c'est ça, Stally. Vraiment, grande réussite. Pour moi, j'ai directement accroché à ce remix qui, en plus, fait un peu écho au remix de l'époque qui était sorti en 95. Voilà, en plus, il dure 4 minutes. C'est vrai que voilà, Ray Bottini qui fait 7,48 de sa bouse de Désenchanté. C'est un peu chiant, mais là, 4 minutes, c'est hyper efficace. Ça fait aussi écho à la chanson de l'époque. C'est hyper dansant. Enfin, vraiment, pour moi, grande réussite. Libertine aussi. Très grande réussite par Nit. Un autre coup de cœur, Mikosé, alors qui est un habitué maintenant des remixes de Mylène Farmer. Je le salue parce qu'il me suit on se suit mutuellement sur Instagram. Très bonne version de Oui mais non. J'attendais plus grand chose de ce titre, ça n'a jamais été un de mes titres préférés de Mylène Farmer, mais une version club un peu dark et que je trouve vraiment, vraiment très bonne. Dans la continuité du temps par Dave O.D. Alors, du temps, je n'aime pas du tout cette chanson. Je vous ai pas trop parlé de Nevermore, mais sa présence en ouverture, j'étais là, genre, j'ai levé les yeux au ciel tellement haut, bon bref. Donc, du temps remixé par Dave O.D. qui me fait aimer la chanson. Donc, vraiment, très bonne surprise, parce que j'en attendais vraiment rien de du temps en l'occurrence. Et dans la continuité, des larmes par Theo Hutchcraft. Theo Hutchcraft, qui faisait partie du duo Hertz, qui avait déjà remixé la chanson de Lonely Lisa. C'était pas une réussite, et là c'est une très belle réussite de cette chanson, de cette réinterprétation de Des larmes, chanson qui est très, très réussie, hein, de l'album Désobéissance, très radio-friendly. Là ils ont réussi à en faire quelque chose d'autre, et vraiment je trouve que c'est une très grande réussite, et hop, je passe ensuite au remix de l'album L'Emprise. Alors déjà, l'album L'Emprise, je trouve que son exploitation a été très réussie. J'ai adoré les remixes des 4 singles qu'il y a eu. Voilà, oui, c'est ça. Et donc là, il y a un remix de Rayon Vert qui est une très très bonne chanson. Et là, pareil, j'adore ce remix. Mais les remixes de cette chanson, du single qui est sorti l'an dernier, c'est ça l'an dernier, ouais, était déjà très réussi. Il y a un remix de Rallumer les étoiles qui dure quand même 11 minutes, mais que j'aime énormément, remixé par Mother We Share. Alors, Mother We Share, faut que je vous en parle quand même, c'est un groupement de remixeurs, du coup, dont fait partie Michel Gauthier. Alors, Michel Gauthier, vous allez me dire, mais qui est Michel Gauthier? Michel Gauthier, c'est le directeur artistique de cet album. Vous allez me dire, ça m'avance pas beaucoup. Oh, je fais tout tomber. Mais Michel Gauthier, c'est surtout le frère de Mylène Farmer. Voilà, Mylène Farmer qui s'appelle Mylène Gauthier. Et donc, du coup, c'est une affaire de famille. Et donc, il a remixé. C'est lui, donc, directeur artistique, j'imagine que c'est lui qui a un peu choisi les remixeurs, qui a un peu fait toute la tambouille de cet album. Et qui, je pense, en tout cas, une vraie fibre sur la musique électronique et qui a fait, en tout cas, un très bon assemblage de talents sur ce disque et qui a remixé. Donc c'est assez drôle parce que du coup Mother We Share, sachant qu'ils sont frères et sœurs, la mère qu'on partage, finalement je pense que c'est assez explicite. Je fais une toute petite parenthèse, la mise en page de cet album, l'exécution graphique, et de Lisa Gauthier, la fille de Michel, la nièce de Mylène. Donc tout ça, c'est une affaire de famille. Et j'ai pas parlé de la chanson Do You Know Who I Am. Alors vraiment, ça a été déterré de l'album L'Emprise par Richard Norris.
très très bon remix que je préfère même à la version originale. Voilà, donc ça, finalement j'ai cité quasiment tous les titres, je crois, enfin j'en ai cité beaucoup, mais ça c'est vraiment les coups de cœur que j'ai eu de cette compile, qui est de cet album, je sais jamais je vous dis compile ou album, en tout cas qui est une très grande réussite. J'en attendais rien, je vous avoue, et je trouve que ça donne une nouvelle fois une nouvelle dimension à l'œuvre de Mylène Farmer qui finalement se marie très bien avec la musique électronique. Pas forcément des choix les plus pointus qui soient, hein, parce que voilà, soit Tom Hergé qui a remixé Sextonic, Miko C, Dave Odé, Diavner, tout ça c'est des choix quand même assez populaires. Et j'ai pas parlé des remixes de Feder, je suis pas trop fan des 2 remixes de Feder sur Optimistic Moi et Désenchanté qui était le premier single. Mais voilà, c'est-à-dire que Mylène Farmer, en même temps Mylène Farmer, j'allais dire c'est aussi ça, des fois c'est des choses très pointues, un peu hype, et des choix très populaires, et finalement cet album est totalement la conjoncture des deux, en tout cas. Je dis des mots comme si je savais ce que ça voulait dire. La combinaison des deux, voilà. J'ai beaucoup parlé, je suis à plus de 40 minutes. J'espère que vous êtes toujours là à m'écouter. En tout cas, dites-moi, mes DM sont ouverts hein, sur Instagram, ce que vous avez pensé de cet album Remix XL. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de conclure cet épisode? J'ai beaucoup parlé, mais je pense que j'ai grosso modo dit tout ce que j'avais envie de dire le concernant. On se retrouvera probablement dans quelques temps, pas tout de suite, avec de nouveaux épisodes d'Histoire 2. Il faut qu'on se retrouve avec mes camarades pour planifier ça. Et puis, il y a les concerts Nevermore qui vont avoir lieu au Stade de France en septembre. Donc, au plaisir de vous y croiser. Voilà, je serai le samedi soir, je crois. C'est ça, oui, le samedi soir. Et puis, concernant le jour pop, qu'est-ce que je vais faire comme épisode? Ah oui, on va peut-être parler d'Amy Winehouse très bientôt. Voilà, c'est la petite exclue comme ça que je vous dis. Hein. Je vous glisse en fin d'épisode. Voilà, c'était ma réaction à chaud, en tout cas, de l'album Remix XL. J'espère que ça vous a intéressé, même si j'ai beaucoup parlé de musique business. Mais j'avais envie d'en parler. Donc, voilà, c'est fait. Je vous remercie une nouvelle fois de m'écouter raconter mes petites histoires pop. Je vous souhaite, où que vous soyez, hein, une bonne nuit, un bon trajet, une bonne journée, une belle journée si vous la commencez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.